sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. 7h45, il y avait, on en a parlé dans le journal à l'instant, un conseil municipal, le dernier avant les vacances. Hier soir, il s'est déroulé dans une ambiance qui a été plutôt calme finalement, et on va en parler ce matin. On va y revenir avec Pierre Mottet. Bonjour. Bonjour. Élu d'opposition du groupe de gauche, Sylvie Gouzien va nous rejoindre dans quelques instants, élu du même groupe. Je le disais, un conseil sans tension finalement, avec une ambiance un petit peu plus apaisée que ce qu'on avait pu connaître notamment au mois de février ou même lors des derniers conseils. Vous vous en félicitez sur le fond ? Alors de toute façon, la démocratie, elle sort grandie quand les choses sont apaisées. Je pense que dans les derniers mois, on a montré quand même une image du conseil municipal de Montluçon qui n'était pas extraordinaire, qui n'était pas à la hauteur de ce que doit être la vie démocratique dans une ville de 35 000 habitants. Alors hier, il y a eu le vote donc de la protection fonctionnelle accordée à Frédéric Laporte, qui a donc décidé de porter plainte envers l'une des élus de votre groupe d'ailleurs, Magali Ferreira-Neves. Vous n'êtes pas forcément prononcé sur le fond. D'ailleurs, vous avez dit qu'il y avait éventuellement des torts partagés, c'est ça ? On va dire que, alors oui, on va pas rentrer sur le fond parce que après c'est des choses qui se verront avec les tribunaux ou avec la justice. Mais ce que nous on regrette, c'est une judiciarisation de la vie politique locale, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des plaintes, c'est pas la première fois que la protection fonctionnelle est accordée. Ce qu'il faut que les gens, vos auditeurs comprennent, c'est que la protection fonctionnelle, ça veut dire que les frais d'avocat les frais de justice sont payés par la commune. Donc sont payés par le contribuable. Et dans un cas comme ça, Madame Ferreira-Neves est conseillère municipale de Montluçon, Monsieur Laporte en est le maire, et donc tous les deux peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle. Et ça pose problème. Après, je pense que Monsieur le maire, encore une fois, devrait... il est le maire. Cette assemblée a été bouillonnante suite à un certain nombre de sujets très clivants. Je crois qu'il faudrait de l'apaisement. Et là, vous estimez justement que l'octroi de cette protection fonctionnelle, ces mesures, en tout cas ces procédures qui sont engagées, c'est pas forcément de nature à apaiser? Vous pensez qu'il y aurait eu moyen de faire autre chose, peut-être? Je pense, en plus, vous savez que c'est pas la première fois que, non, on pense pas que la judiciarisation de la vie politique soit un sujet d'apaisement. On suivra ça bien évidemment. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette question des écoles, notamment la fermeture des écoles du Dienat. Là, c'est le fond. Il y a vraiment des visions politiques qui sont différentes sur cette question. Le maire de Montluçon a affirmé encore sa volonté que ça soit terminé à la fin de cette année scolaire. Sur ce dossier-là, vous restez pleinement mobilisé. Vous continuez à penser que c'est une mauvaise idée de fermer ces écoles? On continue à penser que de fermer les écoles, c'est une mauvaise idée. On en parlait hier soir, on l'a redit. Pour nous, les écoles du Dienat, dans un quartier qui nous semble se développer, Sylvie l'a dit, sur notamment quand même de nombreuses maisons qui se construisent, de nombreux permis de construire, par exemple dans les rues au-dessus du Boulodrome. Oui, fermer les écoles publiques dans un secteur où il y aura plus que l'enseignement privé, oui, on est plutôt contre. Oui. Sylvie Gouzien qui nous a rejoint sur cet aspect question des. Il n'y a pas de souci. Sur cet aspect question des écoles, effectivement, sur le fond, vous allez rester évidemment attentive à tout ce qui va se passer pour la suite, parce que c'est, comme le disait Pierre Mottet, selon vous, une mauvaise idée à ces fermetures d'écoles du Dienat? Oui, tout à fait, c'est une très mauvaise idée, d'autant plus que ça condamne un quartier entier, et pas des moindres, puisque le quartier de Dienat est très très grand. Ça va jusqu'en haut de la rue du Chat-Huant, vers à la limite de Désertine, donc c'est très très grand et c'est très... c'est maladroit, je pense, de fermer cette école. Ce que vous dites, c'est que il y a une vision comptable qui est peut-être pas forcément contestable là, aujourd'hui, avec des baisses d'effectifs, mais ce que vous disiez hier, effectivement, comme Pierre Mottet le disait à l'instant, c'est qu'il y a des constructions, pourquoi pas à venir, et que dans quelques années, il y aura peut-être d'autres besoins. Tout à fait. Je pense que de nouveaux pavillons, et c'est pas, c'est un lotissement entier, de nouveaux pavillons, c'est de nouvelles familles. Et puis il y a toujours des enfants qui arrivent, et heureusement, et fermer une école, déjà c'est triste, parce que les enfants, c'est l'avenir, et puis c'est l'éducation nationale qui en prend encore un coup, donc c'est bien dommage.
Autre dossier sur lequel vous êtes mobilisé depuis plusieurs semaines, c'est l'édifice communal où est actuellement logée l'Union locale CGT. On sait que là aussi la situation est un petit peu tendue. La ville de Montluçon veut reprendre possession de ces locaux. Où est-ce qu'on en est selon vous aujourd'hui? Et là aussi, vous estimez que dans la concertation, il y aurait moyen d'arriver à quelque chose de positif, finalement de sortir par le haut de cette crise entre guillemets? De toute façon, toujours dans la concertation est importante pour sortir par le haut de situations conflictuelles. On est arrivé à un point où il n'y a plus de communication, donc il faut rétablir la communication, il faut faire redescendre la pression, et je crois que l'édifice communal a toute sa place pour être la maison des syndicats, comme l'avait décidé Jean Dormoy quand il en a décidé la construction en 1896. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup maintenant là? Qu'est-ce que vous feriez finalement? Continuer de discuter, d'essayer de trouver une solution finalement qui convienne à tout le monde? Il faut se remettre autour de la table, peut-être laisser passer l'été, parce que là la date butoir c'est le 30 juin. Peut-être qu'on pourrait faire redescendre la pression durant l'été, se remettre autour de la table avec des représentants d'associations, des représentants des syndicats, des représentants de la municipalité, pourquoi pas des représentants de l'opposition, et arriver à un compromis. Je pense que ça serait quand même l'essentiel, et ça serait très important collectivement d'arriver à montrer ça. Sur l'ambiance générale justement du conseil municipal, on l'évoquait à l'instant, vous avez fait une proposition hier en fin de conseil, parce que désormais les conseils depuis ces incidents du mois de janvier sont filmés, mais les débats sont pas forcément diffusés par la suite. Vous l'avez dit hier, dans certaines communes, il y a une diffusion. Vous estimez que ça permettrait à tout un chacun de se rendre compte finalement de ce qui se passe et d'avoir son propre avis, et là aussi c'est de nature à apaiser les choses. Et c'est surtout que les conseils municipaux sont publics. Donc c'est vrai que nous à Montluçon on n'a pas beaucoup de public parce qu'il n'y a pas énormément de place non plus. Voilà. Mais c'est vrai que les débats, le conseil municipal est public. Donc ce serait bien que les Montluçonnais puissent assister à ce qui se passe puisque c'est eux les premiers concernés. Donc vous estimez qu'il faudrait le mettre en ligne finalement, pourquoi pas après mettre en ligne ou peut-être diffuser comme ça s'était fait pendant le Covid. Dans la salle des congrès qui est en bas, qui est très grande, et parce que après tout le monde ne s'intéresse pas non plus aux conseils municipaux, mais je pense que les gens qui sont intéressés viendraient. Voilà, on suivra ça. En tout cas, c'est une proposition que vous avez formulée hier. Vous avez également hier montré des inquiétudes, en tout cas pas des inquiétudes, mais des interrogations sur la fin du festival Chanson Française, l'arrivée du Montluçon Sounds Festival, dont le line-up a été dévoilé hier avec notamment Christophe Willem. Vous doutez finalement qu'il y ait peut-être un public, même à 15-20 euros en fin de vacances scolaires pour venir 15 euros en pré-vente, 20 euros sur place et 10 euros pour les enfants. C'est vrai que le festival de la chanson française, alors on n'est pas opposé à ce que les choses évoluent, mais c'est vrai qu'on se questionne. Week-end de la rentrée, le festival de la chanson française, c'était quelque chose de sympathique. Vous pouviez circuler en ville, les gens prenaient un peu la décision d'y aller un petit peu au dernier moment. Là, 3 couples d'amis ne vont pas décider spontanément avec leurs enfants de foncer à 18h à ce type de concert. Après, on va voir, mais c'est vrai qu'on a une inquiétude et on est quand même dans un contexte compliqué financièrement pour la population. Et est-ce que à de tels tarifs, on va trouver le public? Écoutez, rendez-vous à la rentrée. Et puis, excusez-moi, toutefois, on ne connaissait pas non plus la tête d'affiche. Alors c'est vrai que Christophe Willem, je pense que ça le fait quand même, et donc je pense que ça peut fonctionner avec quand même. On a beaucoup parlé de choses où vous avez fait valoir une position qui était parfois différente de la majorité, mais il y a eu consensus, notamment sur le choix de cette mutuelle communale, ce qui va permettre aux Montluçonnais qui ont peut-être des ressources un peu plus faibles, d'accéder à une complémentaire santé à des tarifs abordables. Vous êtes totalement d'accord avec la mise en place de ce dispositif? Tout ce qui va dans le sens de l'aide à la population. On est dans une ville où il y a un taux de pauvreté à 25%, que ce soit l'épicerie sociale et solidaire ou la mutuelle communale, ça permet à des gens qui sont exclus de l'accès aux soins de pouvoir y entrer, et c'est quand même quelque chose de fondamental. Et oui, on peut que se féliciter que la collectivité ait pris cette décision. Il y a un vrai besoin pour certains Montluçonnais.
Clairement. Est-ce que le dispositif également de 30 € remboursés sur les licences de sport va dans le même sens? Vous estimez que c'est une aide aussi qui peut engendrer finalement le fait que certains Montluçonnais aillent dans les clubs de sport avec cette aide de 30%? Nous verrons. Nous verrons. Voilà, vous prononcez pas là-dessus. Ça peut aider de toute façon. Oui. Il faut, bien sûr, c'est important que les jeunes fassent du sport. D'autant plus que c'est vrai, moi je dis à mon époque, à l'école primaire, on avait des profs de sport. Maintenant, non, bon, c'est pas le sport qui est mis en avant. Donc c'est bien que la ville de Montluçon s'en inquiète un peu et fasse des gestes comme ça. Merci à tous les deux, en tout cas au lendemain de ce conseil, d'être venus nous parler de tout ça. Et on reviendra évidemment sur tout cela, ce dispositif autour des licences et cette aide aux licences. Il sera présenté en détail la semaine prochaine et on y reviendra évidemment dans nos journaux. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.